les yeux et les oreilles de la photographie contemporaine. Je m'appelle Fabien Fourcault, je suis photographe et designer. Je fais de la photographie depuis maintenant 20 ans et en parallèle donc du design. J'ai principalement commencé à travers le cinéma avec des affiches de cinéma, des courts-métrages, je fais encore des génériques. Et en parallèle, du coup, la photographie. J'ai monté le studio Unforeseen avec mon compère Clément Chapillon, photographe que vous connaissez bien aussi. On travaille ensemble depuis plus de 4 ans. Mon premier souvenir lié à la photographie, si j'essaye de me remémorer, parce qu'on a toujours forcément, j'entends toujours des photographes dire: «Ah moi, le boîtier de mon papa, le boîtier de ma maman», des souvenirs comme ça un peu d'enfance. Forcément, j'avais un peu ça. Mais c'est pas tant ça. Moi, je pense que vraiment c'est, alors désolé, je vais peut-être pas parler de photographie ici, mais cinéma. Mon premier souvenir, c'est vraiment le cinéma, mon premier rapport à l'image, en tout cas. C'est, mon père qui m'amenait, tous les Noëls, le 25, c'était presque mon vrai cadeau. On allait au cinéma tout le temps et on pouvait aller voir des films et on a gardé cette tradition, si bien que lui, en vieillissant, c'était moi qui l'amenais au cinéma après et donc c'est ça mon premier vrai rapport à l'image. C'est l'image qui se dilue dans le temps. Et finalement, quand j'ai commencé du coup à faire mes courts-métrages, on faisait ça en argentique, en Super 8 ou en Super 16. Moi, il fallait quand même que je pratique un petit peu l'argentique, essayer de comprendre la lumière, et cetera. Et donc j'ai commencé à prendre un appareil photo en me disant: «Bah, ce serait peut-être bien, ça m'entraînera pour les courts-métrages» et petit à petit, bah, il y a plus de courts-métrages et la photo a pris beaucoup plus de place. Donc si je dois vraiment parler de déclencheur, c'est clairement, à travers le cinéma, mais je pense que du coup, il y a eu une qu'est-ce qui m'a fait passer finalement de la phase juste entraînement pour le cinéma à vraiment avoir une pratique photographique? C'est finalement beaucoup de discussions, jusqu'au bout de la nuit, avec des amis qui me montraient des photographes. C'était, je me souviens, Stephen Shore, c'était un peu tout ce qui est New Topographics. Ils me montraient ça en disant à quel point c'était extraordinaire et avec mon vocabulaire de cinéma, je comprenais pas trop ce qui se passait dans ce type de photographie et à force de creuser, à force d'en discuter, d'un coup, c'était tout un champ du monde, hein, tout un nouveau vocabulaire visuel qui s'ouvrait à moi et je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire: «OK, je fais plus forcément, juste des photos comme ça liées à un petit voyage, à un tourisme ou pour le plaisir». L'idée, c'était vraiment de commencer à raconter quelque chose, d'essayer de réfléchir à la stylistique, aux moyens de production, à qu'est-ce qu'on raconte en fonction de notre prise de vue. Je pense que du coup, cette photographie, quand je l'ai découverte, la photographie des New Topographics, c'était vraiment la découverte d'un tout nouveau champ, d'un tout nouveau vocabulaire, de quelque chose qui m'était très inconnu, assez éloigné du cinéma et pas s'intéresser forcément à l'extraordinaire ou aux choses les plus remarquables, mais peut-être s'intéresser aux petites choses du quotidien qu'on n'a plus l'habitude de regarder et dans lesquelles on peut retrouver, forcément beaucoup de poésie. Donc je pense que le déclencheur vraiment, ça a été en plusieurs niveaux. D'abord via le cinéma et après essayer de comprendre quel est cet langage photographique que j'ai réussi à m'approprier, en tout cas que j'essaie de m'approprier avec le temps. Mais je pense qu'il y a toujours en chez moi finalement des connexions qui se passent entre la photographie et le cinéma et j'aime bien aussi d'ailleurs les différentes temporalités qu'on peut avoir quand on regarde, rapport au temps quand on regarde une photo. C'est pour reprendre, des mots d'André Bazin, c'est ce qui a été, ce qui est, mais ce qui n'est déjà plus et ce qui ne sera plus. Donc il y a toute cette temporalité qui se replie au sein d'une même photo qui m'intéresse beaucoup, alors que le cinéma, le temps semble se déplier et je suis toujours curieux de voir justement quel est ce dialogue qu'il peut y avoir entre ces différentes temporalités et je ne sais pas si jusqu'à quel point les temporalités sont différentes ou c'est juste notre perception du temps face à une photo ou face au cinéma qui est différente. Et c'est pour ça, entre autres, que donc, dans mon exposition, ici à Le Lieu, je trouvais ça très intéressant de confronter ces différentes temporalités à travers, tout un 1er travail, un premier corpus de photos et après au cœur de ce corpus, une installation avec 2 vidéos qui viennent s'entremêler et s'entrechoquer.
L'origine de la série, donc c'est une bonne question parce que je pense que ça fait partie même du cœur de la série. Si je dois en parler, je vais pas forcément raconter, expliquer ce qu'elle raconte à proprement parler. J'aime bien que les gens puissent la découvrir d'eux-mêmes, vivre cette expérience. Mais je pense que du coup, ce qui m'intéresse, c'est justement l'origine et le processus qui m'a amené à créer cette série. Donc, cette série à la base était juste, liée à un fantasme de l'ailleurs, un fantasme de bout du monde, un fantasme d'Argentine où je suis parti là-bas pendant un petit moment avec ma compagne de l'époque et sauf que du coup, la vie nous a amenés à nous séparer à peine 1 semaine ou 2 semaines après être rentrés de ce voyage, et j'ai laissé ces photos vraiment de côté pendant très longtemps, ce qu'on peut comprendre assez aisément. Et c'est assez étonnant parce que des photos comme ça que l'on ne regarde plus, qui ont une charge émotionnelle, ou on a l'impression en tout cas derrière ces négatifs, qu'il y a une charge émotionnelle assez forte, j'ai fini par les réouvrir, pendant le covid, tout bêtement, confinement, on est tout seul, je pense que ça arrivait à bien des photographes aussi et puis là on commence à fouiller un peu dans ses archives et on ouvre la boîte de Pandore et là plutôt que d'avoir une espèce d'avalanche de souvenirs bouleversants et cetera, alors forcément il y avait une part émotionnelle, bien présente et j'étais frappé en découvrant ces négatifs, à quel point ces photos-là étaient finalement totalement désincarnées. Non pas qu'elles manquaient d'intérêt, mais elles étaient finalement assez éloignées de l'expérience sensible que j'avais pu avoir de ce territoire et de ce moment-là passé. Et dans ces photos, donc comme je disais, très désincarnées, on n'y voyait, personne, donc ni ma compagne de l'époque, ni moi, ni même des passants. Il n'y avait absolument rien, comme si du coup c'était l'absence, le monde s'était vidé de tout. Et j'étais frappé parce que du coup, quand on redécouvre des photos comme ça, on se dit, j'imagine que ça arrivait aussi à d'autres photographes, mais est-ce que c'est vraiment moi qui ai fait la photo? Je comprenais plus ce que je voyais. Du coup, c'était si éloigné de ma pensée première ou de ce que je vivais. Donc du coup, un espèce de trouble comme ça qui se passe face aux photos et il faut quand même en faire quelque chose. J'ai essayé d'en faire quelque chose et avoir un premier niveau de narration, parler peut-être d'un fantasme comme ça, de ce fantasme de l'autre bout du monde. Hem Mais dans une seconde étape, après avoir parlé, avec Émilie, d'une potentielle exposition, à le lieu, on s'est retrouvés à de suite imaginer, une installation vidéo, en tout cas la production d'une vidéo pour accompagner tout ce corpus de photos et donc là, c'était bien 4 ans après, ce travail justement du covid et quand j'ai commencé à réouvrir un petit peu tous les documents vidéo que j'avais pu capter, que ce soit avec mon appareil photo, avec mon iPhone, heu pareil, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient, finalement que j'avais en mémoire, qui m'avaient marqué et que je retrouvais pas dans ces archives-là. Donc le réflexe, c'est de se dire: «Bon, je me souviens, j'étais face au Perito Moreno, qui est un des plus grands glaciers au monde, un de ceux qui continuent justement à avancer, un des derniers et j'ai souvenir de le voir s'effondrer en grande partie. Ça fait un espèce de bruit, d'enfer, hein, comme l'orage quand ça tombe. C'est assez impressionnant, mais je n'avais plus d'image. Donc là, bah, le réflexe, c'est partir sur internet, aller sur YouTube, se dire: «Il y a forcément quelqu'un qui a dû filmer la séquence en même temps que j'y étais» et j'ai fini par la retrouver. Mais je me suis tellement alimenté d'éléments comme ça, de différentes photos, de différentes vidéos qui venaient du monde entier, des fois de touristes coréens, des fois de gens qui habitent sur place, des choses très, très variées et je me suis même pas arrêté au glacier. J'ai continué à essayer de comprendre aussi, bah, quelle est la vie des Indiens là-bas, quelle est, la vie des peuples originaires d'Italie, d'Espagne, de France et en accumulant comme ça toutes ces mémoires du monde, j'ai eu l'impression qu'un torrent de mémoires qui ne m'appartenait pas venait se déverser et je finissais à force du montage, je finissais par ne plus savoir si, par exemple, cet enregistrement sonore d'une église que j'ai utilisé, je l'avais récupéré sur internet ou si, c'était une archive d'un vieux film ou si c'était un enregistrement que j'avais fait et tout se confondait et ça ne se confondait pas seulement dans la vidéo, c'est là où ça m'intéressait, c'est que ça se confondait aussi dans ma tête et cette histoire finalement, je me suis rendu compte à force de travailler dessus que ce n'était pas tant, j'étais pas en train de parler d'une peine amoureuse ou du coup de la déception d'un voyage, d'un pays que je fantasmais tant. Non, je crois qu'au fond finalement, plus je travaillais sur le projet, plus j'avais l'impression du coup que j'emmagasinais toute cette mémoire du monde qui venait de partout. Donc c'est assez intéressant parce que finalement, pour moi, le travail, c'est une série qui a pris presque 6 ans. J'ai l'habitude de travailler très longtemps sur mes séries, mais d'être au moins 1 fois, 2 fois par an sur le terrain et assez longtemps. Là, c'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui a été fait finalement beaucoup plus, en retrait que sur place. Il ne restait que mes souvenirs très confus. La mémoire est ce qu'elle est. La mémoire, elle est fragmentée, floue, des fois fantasmée, des fois elle ne vous appartient pas. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et c'est vrai qu'on me pose souvent la question: «Quel est mon rapport
à ce territoire fantasmé et j'ai du mal à répondre, en fait. C'est difficile de répondre à cette question parce que justement ça reste de l'ordre du fantasme, ma mémoire est faite de telle manière que finalement j'ai du mal à savoir si quand je suis arrivé vraiment là-bas, ça correspondait à l'idée que je m'en faisais ou pas et puis la situation dans laquelle on était pendant ce voyage-là faisait aussi que ça amplifiait cette chose-là, ce sentiment. Donc au final, j'ai l'impression que mon rapport à ce territoire justement reste de l'ordre du fantasme maintenant et ça me va très bien. Et du coup, pareil, on me pose souvent la question de savoir si j'ai envie d'y retourner et je crois que non. Alors c'est peut-être un des plus beaux endroits que j'ai vus au monde, mais je crois que j'aime bien rester avec cette idée que je me suis fait, cette, conceptualisation que je me suis fait de cet endroit-là. Un exemple tout bête, à l'occasion d'une promenade dans une forêt en Argentine, plutôt du côté de Bariloche. Il y a les peuples autochtones qui vivent là-bas, s'appellent, les Mapuches, je ne sais pas si je prononce bien, et bon, on se promenait là dans la forêt et puis tout d'un coup, on voit un peu comme dans ces films, à la Massacre à la tronçonneuse, ces slashers américains des années 70, des espèces de vieilles baraques toutes défoncées, des vieilles bagnoles américaines toutes rouillées des années 50. Moi, je suis avec mon appareil photo, j'ai qu'une envie, c'est d'aller au milieu et prendre des photos. C'est assez étonnant de voir ce truc-là et en même temps un peu inquiétant parce que ça nous renvoie justement à tous nos idées, nos fantasmes de films, d'horreur et puis on entend ces chiens qui aboient et puis d'un coup, je suis en train de prendre une photo et je vois un homme, un Amérindien qui sort de sa porte et qui nous accueille avec un fusil. Donc là, forcément, je me retrouve à faire semblant de cibler ailleurs et quelque part, je j'ai pas forcément, senti la violence de la personne, mais ce qui m'a étonné le plus, c'est de me dire: «Mais je suis pas à ma place, c'est ses terres à lui, c'est pas les miennes» et c'est normal du coup qu'il m'accueille pas bien. J'étais là en train d'essayer de lui voler une part de son intimité, sans même lui demander, j'avais rien à faire là, en fait. Mais, je crois qu'au fond, je j'aime pas trop la photographie de voyage. Je crois que c'est pas quelque chose qui me plaît. Heu alors il y a un côté un peu fantasmé, Kerouac, tout ça, on part à l'aventure, bon, mais finalement, raconter quelque chose qu'on ne connaît pas, je suis pas sûr de trouver ça très intéressant. Ou juste raconter, ce regard de touriste, même si par des formations professionnelles, on reste documentariste, on fait des travaux comme ça, mais ça reste un regard de touriste. Si bien que même dans mes derniers projets, pour moi, c'était très important de non seulement rester longtemps sur le territoire, par exemple, là, je travaille sur le territoire de Kiruna dans le cercle polaire suédois et au départ, je ne faisais qu'y passer et puis petit à petit, je me suis rendu compte de l'importance de m'ancrer vraiment dans le territoire, de me faire des amis là-bas, de passer du temps avec les gens parce que finalement parler d'un lieu, parler d'un pays ou parler d'une problématique, sans rencontrer les gens, sans savoir vraiment qui ils sont et passer du temps avec eux, on peut pas le faire et je me suis rendu compte, par exemple, sur mon dernier projet, en 8 ans, les photos que je faisais au tout départ du projet avec mon regard de Français qui débarque dans un territoire qu'il ne connaît pas et les photos que je fais au bout de 8 ans n'ont absolument plus rien à voir. Donc finalement, c'était un peu ça, ce projet en Argentine, c'était, comment se réapproprier peut-être un regard de touriste initial et comment essayer de le déconstruire et essayer de comprendre peut-être d'autres choses qui se cachaient derrière. Et casser un petit peu cette couche de fantasme et quelque part en rajouter encore une autre qui ne m'appartient même plus, mais qui est un fantasme, global. La série s'appelle, I'm Afraid the Night Left Me Soulless. Le titre est en anglais. Pourquoi, je ne saurais trop le dire, on m'a posé la question justement hier. Pourquoi pas en français? Je crois que j'aime pas trop du coup faire des traductions et j'aime bien me maintenir à un seul titre. Mais c'est surtout aussi parce que le titre est un emprunt à un artiste, argentin d'origine amérindienne du coup, qui s'appelle alors désolé, je vais écorcher son nom parce que j'ai un petit peu du mal à le prononcer, mais Atahualpa Yupanqui. Donc c'est la condensation de 2 noms d'anciens, rois, amérindiens. Donc lui, il était, argentin et il a beaucoup milité justement pour le droit des Indiens, pour leur position dans la société et d'ailleurs qui a eu la particularité de décéder à Nîmes, à la fin de sa vie et ce militant et artiste et aussi poète est très considéré finalement en Argentine sans forcément être reconnu en dehors du monde et quand j'ai commencé un peu à repartir justement à la découverte de ces mémoires-là, de ce territoire, je me suis beaucoup intéressé à cet artiste-là
Parmi les titres de ses chansons et les paroles, une phrase qui m'a vraiment marqué. C'était une phrase où il expliquait que la terre est aussi vaste que la peine indienne. Il employait le mot indien qui est plus trop employé d'ailleurs aujourd'hui, c'est plutôt amérindien qu'on va utiliser, mais c'était le mot qui était employé à l'époque par lui et il y avait quelque chose qui me troublait où c'est vraiment un territoire qui est assez éblouissant, qui est gigantesque, heu et 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 cette image finalement de cette peine indienne, correspondait à ce que j'avais vécu sur place. Mais je me suis dit que je voulais pas justement trop centrer sur cette problématique, des peuples autochtones, qui est pour le coup une problématique très importante parce que finalement, on peut se dire que le temps des colonies est passé, pour reprendre une terminologie que j'aime pas beaucoup, mais qu'on connaît bien. Ce temps des colonies est passé et est révolu. Non, il est pas révolu, il existe toujours, il se prolonge, il prend d'autres formes, mais finalement, les dominants et les dominés sont à peu près toujours les mêmes et même que je dirais que ça s'intensifie où finalement les Amérindiens sont de plus en plus marginalisés, de plus en plus pauvres. Ils souffrent beaucoup finalement, de leur position dans la société, mais aussi, du manque d'eau, du manque, d'aide, du manque de reconnaissance, de la pollution qui est faite par l'industrie pétrochimique ou d'autres industries minières qui vont polluer toutes leurs terres. Même des fois, on les exproprie totalement pour justement ces problématiques et ils n'ont absolument aucun droit, ou en tout cas les quelques droits qu'ils peuvent avoir, ils vont rapidement les perdre. Et j'ai même en parcourant justement les réseaux, on peut voir comme ça des Amérindiens qui viennent protester contre le problématique, les nappes phréatiques qui sont polluées par l'industrie minière et du coup ils peuvent ni boire ni cultiver leurs terres. Et il y a quelque chose d'assez cynique de dire: «On n'a plus d'eau, on peut plus vivre» et la seule réponse qu'on a à leur donner, c'est de les arroser d'eau. Donc ça, c'était un point qui était très important, mais finalement, j'avais pas envie d'axer trop sur cette problématique. Donc ce titre qui en français veut dire, «J'ai peur que la nuit me laisse sans âme», je trouvais que finalement, il y avait quelque chose qui se connectait un petit peu avec mon expérience du territoire. J'avais l'impression d'y avoir laissé quelque chose, une part de moi là-bas ou une part de mon histoire et peut-être que c'est ça aussi l'envie de réouvrir à terme cette boîte de Pandore, c'est essayer de retrouver des choses qu'on avait ressenties, des émotions qu'on avait ressenties, mais le temps passant, les émotions se transforment, les situations se transforment, heu et pour moi, c'est important de pouvoir justement, par un titre qui peut sembler un petit peu énigmatique et qui, de premier abord, on a du mal à le connecter avec les photos, et je trouve ça beaucoup plus intéressant, un titre qui vient étendre le propos, qu'un titre finalement qui vienne, soit paraphraser, soit juste illustrer. Je trouve que du coup, ça fait comme dirait, un bon qualitatif. C'est comme quand on a finalement, par exemple au cinéma, on peut se retrouver à avoir un plan d'un visage d'un enfant et puis le plan 2, si on met la mer, le résultat, l'ensemble nous donne une impression. Si le plan 1, c'est le visage d'un enfant et le plan 2, c'est un cimetière, par exemple, on se retrouve à avoir encore une autre impression. Et je crois que finalement, associer un titre à une série, ça doit pas être là pour expliquer, mais ça doit être là pour étendre le propos. Dans ce processus créatif, finalement, on en a déjà parlé, ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y avait des photos qui ont été faites, j'ai très mauvaise mémoire, mais il me semble en 2017, que je n'ai pas retouchées pendant 3 ans, que je n'ai pas revues. Et puis ensuite, 4 ans plus tard, j'ai travaillé sur la vidéo et retravaillé les images, la sélection d'images. Donc finalement, ça s'est fait vraiment en vague, avec des gros moments de creux. Et si bien qu'à chaque nouvelle étape, avec cette impression de: «Mais c'est moi vraiment qui ai fait ça? C'est mes souvenirs ou c'est pas mes souvenirs?» Donc le processus créatif a été vraiment de essayer de donner du sens à tout ça, de donner du sens à cette confusion et c'est pas simple. Et quand bien même, l'objectif c'est que tout ne soit pas forcément clair. J'aime l'idée d'avoir, toujours une part de mystère ou une part d'incompréhension face à une œuvre. Pour moi, c'est important de conserver ça. Donc donc dans le processus créatif, je pense que du coup, ça a été de donner suffisamment à comprendre, mais de garder suffisamment pour que les gens puissent y projeter un petit peu d'eux-mêmes. Et l'autre élément important finalement dans le processus créatif, ça a été, pour la première fois, j'ai utilisé le médium, vidéo pour compléter une exposition photo et je trouve ça très intéressant, le rapport au temps qu'on peut avoir entre la photo et la vidéo et que là, tout d'un coup, les 2 rentraient en collision ou, discutaient entre elles. Et dans le processus créatif, je me suis dit: «Mais tiens, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, heu, j'édite mon film, je crée mon montage comme je crée un edit photographique?»
Et je sais qu'avec Clément justement et le studio Inforcine, on parle beaucoup de ça entre nous, on participe beaucoup au projet l'un de l'autre et pour nous, c'est très important que des fois les photos rentrent en harmonie alors que d'autres fois elles peuvent rentrer, s'entrechoquer, rentrer en collision et que le film ne soit pas non plus une construction narrative. On n'a pas un début, on n'a pas une fin. D'ailleurs, c'est une pièce c'est une œuvre que l'on peut voir, au sein d'une même pièce et on sait ce que c'est quand on rentre dans une galerie ou dans un musée, qu'il y a une vidéo qui est lancée. On n'attend pas le départ, on n'attend pas la fin, on arrive au milieu, on commence à regarder, peut-être qu'on va regarder autre chose, puis on y revient et j'aimais bien cette idée-là. D'ailleurs, c'était important pour moi quand je montais le film, de pas avoir quelque chose de trop court, qui se consomme assez rapidement. On se dit: «Les gens vont avoir 5 minutes, ils vont s'asseoir, ils vont regarder et puis ils vont se barrer». Non, je crois que j'aimais bien l'idée de que ce soit trop long, qu'on se dise: «Tiens, j'ai envie un petit peu d'abandonner» et puis finalement d'aller explorer les photos et puis le son nous rappelle à la vidéo en se disant: «Tiens, il se passe quelque chose que j'ai pas vu» et puis se réinstaller et encore une fois, ça permettait de encore plus tisser de liens entre les différentes temporalités et que ça crée quelque chose, que ça crée du lien finalement en se promenant et que ce parcours-là, du coup, ne soit pas trop directionnel comme on peut avoir des fois dans une galerie. On va voir pièce 1, pièce 2, on fait sens dans un sens, enfin on fait le parcours dans un sens ou dans un autre. Là, du coup, c'est juste une pièce qui est carrée et dans laquelle on peut se promener totalement librement. On peut commencer par la droite, par le milieu, par la gauche et puis faire des tours ou juste rester sur place. Ça marche dans tous les cas et j'ai bien l'idée finalement que chaque personne puisse s'approprier, comme on dirait, c'est comme si finalement face à un film, on puisse faire notre propre montage. D'ailleurs, dans ce sens-là, dans le processus créatif, ce qui me plaisait, c'était, l'utilisation de ces différents layers, différentes couches d'écran. Donc l'écran n'est pas fait avec un écran habituel on va avoir à la maison, au cinéma, qu'on tend. C'est des tissus qui sont à moitié transparents et je les ai mis comme ça les uns derrière les autres, si bien que l'image traverse différents tissus et les 2 images s'affrontent et finissent par se rencontrer au milieu. Mais la possibilité aussi, l'important, c'était d'avoir suffisamment d'espace entre les différents tissus pour que les gens puissent se promener entre les différents tissus et j'adore cette idée finalement parce que quand on se retrouve en plein milieu, quand on regarde d'un côté, on voit une image, quand on regarde de l'autre, on voit une autre image et on peut nous-mêmes être le réalisateur, le propre monteur du film. C'est-à-dire que juste en tournant la tête, on choisit qu'est-ce qu'on va regarder, on choisit comment on va le regarder. On fait le montage et ce montage, il peut être fait finalement du cœur de la projection, mais il peut être fait juste en se promenant. D'ailleurs, un des choix qui était important pour moi et je pense pour nous avec Émilie, c'était pas forcément d'avoir, les emplacements pour s'asseoir exactement face à l'écran comme on serait au cinéma. C'est le réflexe, on se met face à un écran pour regarder l'image. Je crois que là, on avait envie d'inviter les gens à regarder ça soit dans l'intérieur, soit finalement en 3/4 pour voir l'image se décomposer progressivement et rencontrer une autre image et qu'on puisse un petit peu voir clairement une des images et deviner un petit peu l'autre et qu'il y ait ce rapport entre les 2. Donc dans le processus créatif, c'est comment j'utilise finalement des éléments du cinéma et des éléments de la photo et je les fais dialoguer entre eux. Donc si je dois parler un petit peu du montage, de mon choix des images, c'était vraiment concentré au départ de cette idée de glacier et puis finalement, je me suis dit: «Mais cette mémoire de l'eau, elle parcourt, c'est comme un espèce de fleuve, ça ruisselle de partout, ça ruisselle tout le territoire, ça». Là, on a un concentré de cette mémoire-là qui semble être figée et qui des fois s'écroule, mais qui essaie de progresser vers nous, mais qui s'écroule. Non, là, je me suis dit: «Mais mince, il y a aussi ce lac autour finalement et puis il y a aussi ces rivières et puis il y a tous ces éléments et il y a la pluie» et finalement cette mémoire du monde, elle ruisselait de toutes parts et pourquoi s'arrêter juste à cette partie-là du territoire et à ces glaciers et pas parler de toutes les autres choses, des éléments que j'ai pu rencontrer? Quand on a quelque chose qu'on a en tête comme ça, qu'on a envie de revoir et qu'on revoit à travers les yeux d'un autre qui l'a posté sur Instagram ou qui l'a posté sur TikTok ou qui l'a posté sur YouTube, finalement, on agglomère comme ça des mémoires et on les mélange. Donc ma volonté a été de mélanger tout un lot de mémoires qui parlaient de problématiques très différentes. Donc il va y avoir des choses qui vont être, très orientées autour de la politique. Alors on peut dire que tout est politique, et pour moi, c'était important de parler de cet endroit-là, en abordant aussi les problématiques qu'il peut y avoir. Donc en effet, ces problématiques de néocolonialisme, les problématiques de leur gouvernement qui, selon mon opinion en tout cas, ne fait pas tout à fait ce qu'il faut pour aider l'ensemble des populations qui vivent en Argentine. Parler des problématiques territoriales, des problématiques écologiques, des problématiques environnementales. Et il y avait tout un lot de choses comme ça qui revenaient. Mais pour moi, ça ne devait pas être concentré que finalement dans l'actualité ou dans ce qui se passe aujourd'hui ou potentiellement ce qui se passera demain, mais essayer de regarder un petit peu dans ce qui se passait derrière à travers soit des archives vidéo, des militants, soit aussi des vieux films des années 20 argentins qui finalement, assez étonnamment, nous donnaient des choses à voir qui correspondaient à mon idée de l'Argentine, à mon fantasme de l'Argentine.
Et ce qui m'a fasciné, c'est de me dire, en revoyant tous ces vidéos, en les assemblant, je me suis dit: «Mais en fait, l'idée que je me faisais de l'Argentine, c'est juste une idée qui s'était arrêtée à 1920». Il y avait quelque chose d'un petit peu pathétique là-dedans, pas très rassurant, mais qui me semblait important de pouvoir mettre en scène et heu et et en agglomérant tous ces éléments-là, faire en sorte que du coup, ils ne rentrent, pas dans une narration où on dit: «Bon, bah, il y a des problématiques politiques qui nous amènent à des problématiques environnementales, qui nous amènent à des problématiques, des populations qui vivent dans une grande misère», comme une espèce de suite logique d'une démonstration d'un exposé qu'on ferait. Non, là, au contraire, je voulais prendre toutes ces problématiques, tous les des choses très heureuses comme des choses très malheureuses et les faire s'entrechoquer et essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut créer, cette idée du coup, toutes ces collisions d'idées qui parlaient d'un même sujet. Il y avait quelque chose d'important pour moi dans l'exposition, c'était de pas forcément, comme je le disais plus tôt, avoir de la vidéo uniquement, mais je voulais vraiment avoir ce mélange entre, ce dialogue entre la photo et la vidéo. Et ensuite quand on expose dans un lieu aussi magnifique et gigantesque, ça fait quand même, plus de 6 m 40 il me semble de hauteur, de plafond et plus de 600 m² au sol. Donc faut remplir un espace comme ça, hein. Des fois on se plaint d'avoir des lieux d'exposition trop petits, là c'était presque un peu l'inverse. Donc heu, donc je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je vais mettre? Comment j'occupe l'espace?» J'avais pas non plus envie d'avoir des choses trop gigantesques qui allaient un petit peu, on va dire, casser les perspectives, casser la perception même du lieu qui était sublime, mais j'avais pas envie non plus d'avoir quelque chose d'anecdotique qui finalement se perdait au milieu de tout cet espace. Heu et finalement je me suis dit: «Mais pourquoi pas avoir un petit peu les 2, avoir ce dialogue entre le très grand et le très petit?» Et c'est là où est venue l'idée d'avoir finalement ces grands draps qui viennent encercler et qui fait un espèce de sanctuaire où est placée la vidéo, et d'avoir au pied de ces voiles des petits bacs dans lesquels on avait mis de l'eau et on a fait flotter, des tirages beaucoup plus petits en 25-25 de mémoire et heu et il y a quelque chose d'assez étonnant parce que finalement, quand on a des photos de plus d'un mètre, de 2,50 m, il faut un certain recul pour bien les apprécier, donc on a tendance à les regarder de loin, puis tout d'un coup on voit ce petit bac, donc ça nous amène à nous approcher des tirages et à partir du moment où on regarde la photo dans le bac, forcément on relève la tête et on regarde la photo et on est vraiment perdu dans le paysage. On est à l'intérieur de ce paysage et j'avais bien cette idée et qui plus est, étant donné que l'espace était assez complexe, on pouvait rien accrocher au mur ni rien, on a dû être un petit peu, on va dire, créatif en termes d'éclairage et on pouvait pas faire un éclairage conventionnel d'exposition avec des spots bien ciblés et cetera comme on veut. Là, au contraire, c'était soit on avait une grande lumière d'ambiance mais qui venait tout illuminer et un peu tout, on va dire, aplatir. Là, du coup, on a choisi un petit peu l'opposé. On a décidé de se mettre quasiment dans le noir et proposer des lampes torches ou, à inviter les gens à faire la visite avec leur flash de téléphone allumé et finalement, cette espèce de rayon de lumière qui permet d'explorer chacune de ces petites mémoires, chacune des photos, de petites ou de grandes d'ailleurs, bah, une fois qu'on se retrouve à regarder la petite photo avec sa lampe torche, puis à regarder à nouveau de près la photo, qui est gigantesque avec sa lampe torche, finalement, on en recadre une petite partie. C'est-à-dire que même là, quand je parlais tout à l'heure, le spectateur, il peut faire le montage du film. De la même manière, il s'amusait à recadrer les photos et à explorer à l'intérieur et en regarder qu'une petite partie. Et un des exemples, il y a une grand paysage, en arrivant vers El Chalten, il me semble. Il y a une grande route, on traverse un désert qui dure des heures et les bus, on arrive par bus, comme ça et enfin, c'est les gens qui vivent là-bas qui utilisent le bus principalement, pas des bus de touristes et c'est assez fascinant parce que du coup, on se sent vraiment perdu au milieu du désert. On voit juste ces montagnes gigantesques, tout au loin qui semblent être de l'image de synthèse tellement c'est magnifique, on n'y croit pas une seconde et on est ce bus isolé et je me suis retrouvé à monter sur une montagne qui était aux alentours et fait une prise de vue et ça a été l'étonnement en découvrant justement bien des années plus tard que, bah, il y avait justement un des bus qui était un de ceux que j'avais emprunté, quelques jours plus tôt, qui était en train de passer par là. Mais finalement, quand on regarde un paysage gigantesque, ce minuscule bus qui est au milieu, on ne le voit pas si on regarde l'image dans son entièreté et j'aimais bien l'idée que les gens puissent, avec leur lampe torche, aller creuser l'image, aller creuser des petits détails et c'est qu'en s'approchant qu'on pouvait faire ça. Donc le bac, finalement, la petite image du bac me permettait aussi de faire en sorte que les gens puissent s'approcher de ce grand tirage et aller creuser à l'intérieur. Et puis j'aimais bien aussi l'idée finalement de reproduire moi-même l'expérience que j'ai eue de redécouverte de mes propres photos. C'est-à-dire que quand finalement, j'ai fait le truc, j'ai fait des tirages, on se retrouve, on comprend très vite l'analogie avec le tirage argentique, même si pour le coup ici, pour des raisons de production, on n'a pas utilisé du tirage argentique, mais du jet d'encre. Et j'aimais bien l'idée de retrouver cet univers-là, assez brut parce que quand on va dans le lieu aussi, c'est du béton, tout n'est pas, finalement, assez, propret comme on peut avoir dans une galerie où tout est parfait et cetera. Il y a quelque chose d'assez brut, d'assez industriel. Donc je voulais retrouver
conserver cet esprit industriel. De la même manière, les vidéoprojecteurs ont été mis sur des gros pins en béton, les câbles ont été protégés par un autre bac avec les haut-parleurs posés dessus. L'idée, c'était de reprendre quand même des choses objets un peu du quotidien, un peu bruts, un peu primitifs, pour pouvoir raconter cette histoire-là et pas être dans quelque chose d'un petit peu précieux. J'avais pas envie de quelque chose de précieux du tout, ça n'allait pas correspondre au lieu. C'est vrai que mon travail s'intéresse souvent au territoire, à l'extraction, heu, à la disparition. C'est des éléments qui sont assez importants pour moi et c'est assez étonnant parce que je crois que c'est inconscient. Je cherche pas des sujets comme ça, mais peut-être que je suis naturellement attiré par des territoires qui vivent des choses comme ça et à force de creuser, je finis par, raconter toujours plus ou moins la même chose. Donc c'est de l'ordre de l'obsession, j'y peux pas grand-chose malheureusement. Mais je crois que ça me plaît et ça veut pas dire que c'est très agréable à faire pour moi parce que je me mets dans des situations, des endroits qui sont pas forcément alors là, l'Argentine, il y a absolument aucun problème, mais c'est vrai que dans le cas de Kiruna, c'était pas toujours forcément très agréable de passer son été dans le cercle polaire, par exemple. Mais au-delà de la petite anecdote, ce qui me semble important, c'est d'essayer de comprendre ce que ces gens vivent et et je crois au fond que j'essaie de comprendre qui je suis aussi peut-être quelque part et comment je réfléchis et comment je vis le monde à travers eux. J'essaye finalement de pas chercher leurs différences, j'essaie de comprendre ce qu'il y a en eux que je retrouve chez moi. Je cherche des connexions, je cherche du lien et je sais pas, donc finalement, cette espèce d'idée d'extraction de départ peut-être est liée un petit peu, à ce que j'ai vécu dans mon enfance. Je suis né dans le sud-ouest, on est très répartis dans le sud-est, mais j'ai toujours eu, de par ma famille et les amis de mes parents, une culture du sud-ouest, pas du tout du sud-est. Donc j'ai un peu vécu cette extraction et mes parents travaillaient pour un riche homme, qui faisait partie des plus grandes fortunes mondiales, qui habitait sur les hauteurs de Cannes, qui avait la moitié de la colline et on vivait dans une espèce de prison dorée. Donc cette espèce d'isolement, c'est quelque chose qui me parle aussi, l'absence. Heu et après 11 années à vivre dans cette espèce de prison dorée que j'ai adoré, hein, on a changé on a changé d'endroit où vivre à peu près toutes les années, avec comme une obligation, soit par obligation économique, soit je sais pas, c'était les volontés de mes parents qui m'étaient assez étrangères toujours aujourd'hui. Mais du coup, subir ces changements d'école, subir ces changements permanents, donc le changement, l'isolement et le changement de vie fait peut-être partie de qui je suis. Donc je crois que j'aime que les choses ne changent pas et en même temps, malgré nous, les choses changent. Même nous-mêmes changeons, on n'était pas la même personne, avant la vidéo qu'on le sera après, par exemple. Donc des choses infimes qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. Donc finalement, partir à la rencontre de ces territoires qui subissent un changement permanent, c'est assez fascinant. C'est assez, ça en dit long finalement sur, nous. C'est un espèce de condensé de qu'est-ce qu'on peut vivre nous, mais à des temporalités différentes. J'en parle souvent de cette idée de mémoire qui est fragmentée, qui est floue, qui est fantasmée et en effet, du coup, est-ce que ça, c'est un espèce de ce travail sur la mémoire, est-ce que c'est un travail sur l'oubli, sur, le refus de l'oubli? J'ai du mal à répondre à cette chose-là. Je crois, j'ai une très bonne amie qui s'appelle, Elisabeth Jaillot qui est écrivain et écrivaine et qui, travaille justement sur la mémoire aussi. Elle a la particularité d'avoir une mémoire encore plus volatile que la mienne, mais elle se réinvente. Elle est toujours dans la narration permanente, elle est toujours dans l'autofiction et si bien que quand elle nous raconte, son week-end de la veille ou quand elle nous raconte juste quelque chose qui s'est passé il y a 4, 5 ans ou il y a 10 ans, on sait jamais vraiment si c'est vrai ou c'est faux. Mais on la condamne pas parce que même elle, elle ne sait pas et ça fait partie vraiment de sa manière de se réapproprier l'oubli justement. C'est se réinventer une vie. Si je suis pas capable de me rappeler de ma vie, autant la réécrire. Donc quelque part, il y a un peu de ça finalement. C'est les choses qui nous échappent, les pensées qui nous échappent, les souvenirs qui nous échappent. Soit on les contraint et on les bloque, mais même ils ne perdent un peu leur nature à partir du moment où ils sont bloqués. Je crois qu'il faut accepter aussi des fois un peu d'oublier et je crois que, au fond entre, est-ce que c'est une vraie mémoire? Est-ce que c'est une fausse mémoire? Est-ce que c'est quelque chose qui me vient d'ailleurs?
toutes ces questions sont très intéressantes. Qu'est-ce qui fait que ma mémoire existe vraiment? On peut parler de Philippe Cadic, on peut parler de bien des auteurs qui ont travaillé comme ça sur la mémoire, sur notre perception. Qu'est-ce qui fait que ma perception d'être vivant ou pas? Est-ce que, si on pense par exemple à Blade Runner, si un androïde a des souvenirs d'enfance, est-ce que ça fait de lui un humain ou pas? Mais il a pourtant ses souvenirs, il est pourtant persuadé d'être un humain, il les a ses souvenirs, ça a une vraie valeur. Mais quand on lui explique que c'est juste un androïde, finalement, il se rend compte que ça n'a pas grand-chose. Mais est-ce que c'est si différent de nos mémoires à nous ou pas? Je sais pas où je vais d'ailleurs quand je raconte ça. Hem, mais au fond, la mémoire a ceci de merveilleux, c'est qu'on peut se la réapproprier, mais je crois qu'il faut pas non plus avoir peur des fois de laisser partir des choses, qu'il y a des choses qui oublient. En tout cas, moi, j'en oublie beaucoup, donc je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je crois que j'ai fini par accepter que des choses un peu sortent de moi comme ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est que des choses qu'on oublie finissent par revenir. Mais ça, c'est sur l'intime, sur le personnel. Si on parle de la mémoire du monde, de quelque chose de grand, je crois qu'on avait un petit peu l'oubli était peut-être un peu plus présent à une époque où il n'y avait pas, les médias comme on peut avoir aujourd'hui, internet, les réseaux sociaux. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, toutes les mémoires du monde sont dans les flux des réseaux sociaux, d'internet. Elles s'agglutinent, elles s'agglomèrent parce que finalement, quand on voit quelque chose d'exceptionnel pendant ses vacances, on n'a qu'une envie, c'est de le partager au monde entier et je crois que le monde entier en a à peu près rien à faire de ce qu'on partage. Pourtant, cette accumulation de choses, cette accumulation de mémoire crée cette espèce de mémoire du monde et pourquoi pas se les approprier, se dire: «Bah, tiens, c'est un petit peu ça fait partie, ça correspond à ma mémoire que je à la au souvenir que je me faisais de cet endroit-là, de cette situation» et des fois, au contraire, des mémoires d'autres qui correspondent pas du tout aux nôtres et qu'on rejette et est-ce qu'une mémoire chasse une autre? Je sais pas comment marche notre cerveau, comment marche dans notre tête. Sur Kiruna, mon dernier projet, entre autres, c'est donc les Suédois sont montés, les Suédois du Sud sont montés dans le Nord pour créer, un peu, comme la conquête de l'Ouest aux États-Unis, là, c'est la conquête du Nord, pour créer des colonies dans leur territoire même, c'est ce que disait le roi de Suède à l'époque et ils y ont apporté, bah, les chemins de fer, créer des villes, l'exploitation minière et tout ce qu'on peut imaginer et les peuples autochtones qui étaient pas les Indiens, mais les Samis, qu'on appelle communément les Lapons, mais pareil, Lapon, c'est un peu péjoratif, ça veut dire, les gens qui s'habillent en haillons, donc les gens mal habillés du Nord, c'est pas dingue, et donc ces Samis-là, finalement, ils n'avaient qu'une mémoire orale, qu'une tradition orale, ils n'avaient pas de mémoire écrite et les seuls éléments qu'on a conservés finalement de leur mémoire, parce qu'elle a fini avec l'intégration en grande partie, elle a fini par un peu disparaître, mais les seules personnes qui ont conservé cette mémoire finalement, c'était les Suédois du Sud. Donc c'est les colons qui venaient faire des photos de ces peuples indigènes, c'est les colons qui venaient un petit peu faire des enregistrements, écrire des livres, essayer de comprendre comment ces peuples du Nord vivaient et donc les seules traces qu'ont ces peuples-là de leur propre histoire et de leur propre mémoire, c'est le peuple qui a détruit leur culture, qui est garant aussi de cette mémoire. Donc il y a quelque chose d'assez étonnant et quand on est confronté à ça, finalement, on se rend compte à quel point ce travail sur la mémoire et ne pas oublier de l'écriture de l'histoire est très importante. Et c'est toujours pareil, l'écriture de l'histoire, par qui elle est faite, par qui elle est écrite l'histoire, comment elle est écrite et dans quel but? Et que probablement, cette écriture de l'histoire, par exemple, la conquête du Grand Nord, ou l'écriture de l'histoire sur la conquête, de l'Argentine par l'Europe, heu, finalement, elle aurait peut-être été très différente si elle avait été écrite par les peuples autochtones qui vivaient, sur place, à l'époque. Il m'arrive, c'est vrai, de me demander, quel est le rôle de l'art dans tout ça? Heu, j'ai eu des discussions assez enflammées avec des amis, très militants. Ils me disent: «Mais toi, tu fais quoi? Tu fais des photos, enfin, comment tu changes le monde? Tu fais rien. Nous, on participe aux questions parlementaires, on participe à la société et à la politique» et c'est ça qui va faire évoluer les pensées. Lui, il croit pas au rôle de l'art, par exemple. Il y croit pas du tout. Il pense que l'art est un divertissement, au mieux, hein, ou qui peut être bon ou mauvais. Mais moi, je pense au contraire encore une fois, on revient à la phrase de Deleuze, heu, créer, c'est résister et finalement, à partir du moment où on commence à créer, c'est qu'on commence à regarder le monde différemment, on commence à se poser des questions. Il n'y a pas création sans passer par ce moment-là et à partir du moment où on commence à regarder le monde différemment et à se poser des questions, c'est qu'on commence à se mettre en position de résistance par rapport à ce qui se passe. Heu, est-ce que derrière cette position-là est palpable pour quelqu'un qui regarde? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois que j'aime pas l'idée d'avoir un il y a des gens qui font ça très bien, mais j'aime pas l'idée de créer un documentaire qui vienne condamner, qui vienne illustrer un propos politique et qui dise: «Ça c'est bien, ça c'est pas bien». Que je le fasse ou que je le fasse pas, ça changera pas le monde, mais je crois que mis bout à bout, toutes ces petites choses accumulées
viennent imprégner un petit peu, la culture d'une époque, la culture d'une ville, la culture d'une région, la culture d'un pays, ou d'un continent et c'est pas une œuvre qui vient bouleverser, il y en a certaines qui viennent bouleverser, je crois pas en être là, mais c'est toute cette accumulation de petites choses, de petits gestes qui peuvent passer par d'ailleurs de la musique, par, la photo, peu importe les domaines artistiques, par l'écriture, qui viennent accumuler, qui viennent un petit peu changer la manière qu'on a de regarder le monde à leur tour. Parce que nous, on s'est mis à regarder le monde différemment, on le transmet, ce nouveau regard et ce nouveau regard permet de faire évoluer aussi les mentalités. Si on revient, j'avais lu, alors je me souviens plus de l'autrice, je suis désolé, mais un joli petit livre rouge sur la question du paysage, l'invention du paysage. C'était assez fascinant parce que la manière qu'on a de regarder le monde n'a absolument rien à voir avec celle que l'on avait en Antiquité ou au Moyen Âge ou à la Renaissance. Par exemple, le concept même du bleu n'existait pas dans la Grèce antique. Quand il parlait de la couleur du ciel, il disait que c'était clair. Quand il parlait de la mer, il disait que c'était foncé en bas, clair en haut. Et si on devait définir la couleur, il disait un espèce de vert gris. Le concept même de bleu n'existait pas, il a été inventé bien plus tard. On se rend compte de la même manière, la montagne et la mer n'étaient pas des paysages hospitaliers pendant très longtemps. Avant le tourisme, et avant finalement le romantisme allemand, je crois qu'on considérait les montagnes comme quelque chose d'impressionnant, puissant, mais hostile, pas accueillant. La mer de la même manière, il y avait la violence avec les intempéries, c'était quelque chose qui était difficilement on ne vivait pas forcément très bien au bord de la mer comparé à la campagne, disons, à une certaine époque. Et à partir du moment où l'art, le romantisme allemand et d'autres artistes, écrivains, musiciens, peintres et après photographes ont commencé à décrire, à poser un nouveau regard sur ces territoires-là, tout d'un coup, le monde s'est mis à les apprécier à leur tour, si bien qu'on part maintenant en vacances à la montagne et à la mer, qui étaient les territoires justement qui étaient fuis à l'époque ou qui étaient purement fonctionnels. Donc oui, je pense que l'art a un rôle dans la société et peut changer le regard qu'on a, mais c'est pas une exposition, un truc qui tout d'un coup vient tout bouleverser. C'est des centaines d'années de propos et de partage et d'échanges qui nous amènent à voir le monde différemment. Pour moi, c'est très important de mettre en lumière un petit peu les actions qui sont menées par ces institutions, heu, qui du coup font vivre aussi le patrimoine, un patrimoine finalement à Lorient qui était, oublié, quelque part, ou en tout cas qui est visitable, mais très rarement d'après ce que j'ai compris, et que tout le monde ne connaissait pas. Donc déjà, c'est réinvestir le lieu, le respecter et en même temps nous amener à la fois à réfléchir au patrimoine de l'Orient et le remettre en connexion avec un patrimoine, ou une histoire qui se passe à l'autre bout du monde et tous ces dialogues-là, toutes ces connexions-là, c'est finalement ces institutions qui permettent de mettre en place ces trucs-là, qui font en sorte que du coup ça puisse arriver. Un artiste tout seul ne peut jamais arriver à ce genre de choses. Cet accompagnement du coup est créatif et logistique, et humain, pour moi, était très précieux parce que j'y aurais absolument pas eu d'exposition sans ça. On me donne le même lieu et je suis tout seul, je n'y arrive pas. Donc ces actions des institutions est très importante et il doit être valorisé et il doit continuer à être soutenu. Je sais à quel point les budgets baissent pour tout, pour tous les festivals, pour tout. Je sais à quel point la situation des photographes, des fois, est un peu précaire et c'est important de pas abandonner ça parce qu'encore une fois, la culture a un rôle important à mener dans le monde dans lequel on vit, et que sans culture, je pense que la France n'en serait pas là aussi où elle est. Elle n'aurait pas le même rayonnement historique, ni actuel et que tout ce qui est mis en place pour réduire, l'argent des DRAC, réduire l'argent des localités, réduire l'argent du coup même du ministère de la culture et de la même manière, peut-être casser le CNC au cinéma un jour et l'intermittence. Toutes ces actions-là finalement et on sont en train de détruire, ce qui fait un petit peu la force de notre culture et je trouve ça dommage. Donc ces choses-là, je pense qu'il faut les valoriser et les soutenir. Tiene un plan B. Non, no hay plan B. Tiene un plan B. No, no hay plan B. Nachbar!